Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Lucilla Halilovic, bonjour. Merci d'être présente au micro de Transmission. Merci de m'avoir invité à venir parler avec vous. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre dernier film, The Ice Tower, La Tour de Glace, avec Marion Cotillard et la jeune Clara Pacini. Une adaptation toute personnelle du célèbre conte d'Andersen qui sort le 17 septembre dans les salles françaises, mais qui n'a malheureusement pas encore de distributeur chez nous. Qu'est-ce qui vous a motivé à plonger dans ce projet d'adaptation ? La prémisse, en fait, c'est le conte d'Andersen, qui est La Reine des Neiges. Je parle pas de Disney, mais d'Andersen. Et en fait, c'est surtout le personnage même, on va dire, de La Reine des Neiges, parce que j'ai pas fait une adaptation de l'histoire vraiment, mais je me suis inspirée du personnage et d'un autre personnage qui est la jeune fille. Dans le conte, c'est une petite fille, voilà, qui va faire cette rencontre avec la Reine des Neiges. Et donc, c'est venu de ça, en fait. C'est un conte que je connais évidemment depuis très longtemps, mais qui est, comme les contes d'Andersen, c'est pas que des contes pour les enfants, c'est des contes très riches, très complexes, humainement, qui sont pas moralistes, mais qui ont vraiment une profondeur humaine. Et voilà. Donc, c'est venu de ce conte. Parmi les nombreuses adaptations du conte d'Andersen, est-ce que l'adaptation russe de Lev Atamanov de 57 a été une source d'inspiration pour vous ? Je n'ai pas vu le film d'animation russe et il y a aussi un film en prise de vue réelle. Je pense que les Russes ont dû faire plusieurs adaptations. Je les ai pas vus enfants. Je connaissais le conte enfant, mais j'ai pas vu les films avant l'âge adulte en fait. J'ai vu le film d'animation effectivement qui est très beau. Ça fait longtemps maintenant que je l'ai pas vu. J'ai pas pensé très consciemment en faisant le film. Alors, votre nouveau film tire une grande partie de sa force de la confrontation entre cette jeune fille que l'on découvre pour la première fois à l'écran et d'une actrice, donc Marion Cotillard, avec l'aura de star qui l'entoure déjà. Est-ce que dès le départ, il y avait cette idée de placer une actrice inconnue face à une actrice reconnue ? Et comment est-ce que Marion Cotillard a été embarquée sur ce film ? En fait, l'histoire, c'est la rencontre entre une adolescente, en fait, et une actrice qui a, en effet, un statut de star. Et donc, de manière assez évidente, d'une part, pour l'adolescente, il fallait une jeune fille probablement qui est inconnue. Enfin, il n'y a pas vraiment encore... Enfin, il y a quelques actrices qui commencent assez jeunes et que j'aurais pu prendre. J'ai rencontré Clara Pacini, qui va jouer la jeune fille, qui est une jeune fille qui avait fait aucun film avant et qui fait le conservatoire de théâtre, voilà. Et c'était intéressant justement, et c'était nécessaire vraiment que la personne qui allait jouer la star du film, on y croit à ce statut-là. Et en France, il y en a pas tant que ça finalement des stars de cette envergure-là. Et j'ai pensé évidemment à Marion, avec qui j'ai travaillé il y a 20 ans sur mon premier long métrage, Innocence. Et je l'aime beaucoup comme actrice, et je trouve aussi que c'est une personne, super. Et elle a comme ça plusieurs facettes possibles. Je pensais qu'elle pouvait être quelqu'un à la fois comme ça très attirant par sa beauté, par une forme de sensualité, mais en même temps une froideur, voire une dureté. Je savais qu'elle pouvait éventuellement avoir cette facette-là dans son jeu. Voilà. Et effectivement, il fallait quelqu'un de crédible dans ce côté star, quoi. Donc Marion, elle réunissait tous ces éléments. Et en fait, elle a accepté tout de suite, ce qui était super. Et la rencontre avec elle et Clara, la jeune fille, celle qui joue la jeune fille, effectivement, c'était comment ça allait se passer, comment est-ce une très jeune fille qui a jamais joué, voilà, ne pas être trop impressionnée par Marion Cotillard. En fait, Marion a été très généreuse avec elle, très ouverte, très très bienveillante et très encourageante. Et Clara est pas timide, en fait, elle était intimidée peut-être par l'expérience de Marion, mais pas dans un côté de paillettes, quoi. C'était pas ce genre-là de fille. Donc, et voilà, et ça s'est vraiment très bien passé entre elles et sur le tournage et comme ça de rapports humains. Donc, voilà. À l'écriture, c'est la 3e fois que vous collaborez avec Geoff Cox. Comment se déroule la collaboration avec lui ? Geoff Cox, c'est un scénariste anglais. Et je l'ai rencontré il y a très très longtemps, à l'époque où j'avais fait Innocence, parce qu'il avait en fait coproduit Innocence avec la boîte anglaise à l'époque qui avait produit ce film. Et en fait, il avait fait des retours sur le film. Après, on avait peu à peu
des fois, je lui faisais lire des projets ou des choses. Enfin, il me donnait son avis et de fil en aiguille. En fait, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment des affinités et aussi des complémentarités. Pour ce film-ci, La Tour de Glace, donc en fait, on est parti. J'avais commencé de mon côté toute seule à faire un premier traitement, on va dire, pour chercher une direction, et qui était quand même très loin de l'histoire même de la Reine des Neiges. C'est vraiment plutôt les personnages et certains éléments que j'ai repris. Et après, effectivement, avec Jeff, on a travaillé sur les personnages, en fait, sur les émotions, peut-être sur le voyage émotionnel des personnages. Je crois que c'est comme ça, en fait. C'était pas tellement de la psychologie, c'était plutôt de se dire à travers quoi la jeune fille passe, surtout la jeune fille, mais aussi un peu la reine, et enfin, disons en tout cas l'actrice, parce que la reine, c'est un peu une figure... peu toujours pareil en fait. Et donc voilà, en fait, on a cherché des trajets émotionnels de ces deux personnages. Et ça se passe toujours de la même manière ou ça varie selon le projet? Alors en fait, sur le film précédent, Earwig, c'était assez différent parce qu'en fait, c'est Jeff qui m'a porté le projet. Earwig, c'est adapté d'un livre. Là, pour le coup, c'est quand même, c'est pas très fidèle, mais c'est très très proche du roman Earwig de Brian Catling. Brian Catling, c'était un écrivain et artiste anglais qui était un ami de Jeff. Et dans ce cas-là, c'était une histoire assez particulière parce que Brian un jour a dit à Jeff, cette nuit, j'ai fait un rêve avec une petite fille qui m'apportait ses dents et qui m'a demandé de lui raconter d'écrire son histoire. Et Jeff, il s'est dit, mais c'est une histoire pour Lucille. Mais il y avait pas de roman encore, donc ça c'est drôle. Et puis 1 an après, il y a eu un roman que j'ai pu lire, voilà, dès qu'il était écrit en fait. Et entre-temps, je savais que Brian aimait mes films précédents, donc voilà, il y aurait eu, voilà, si ça me disait, je pouvais adapter ça. Et effectivement, ça m'a beaucoup plu, vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et voilà, dans ce cas-là, on est partis ensemble de ce roman dans lequel on a fait notre chemin à nous, qu'on a trahi. Et Brian Catling, l'écrivain, a été très, très généreux avec ça. Et il a même dit, vous avez fait une transmutation, donc voilà. Donc c'était différent quand même. Alors pour revenir à ce dernier film, donc The Ice Tower, la narration et le montage sont assez particuliers. En fait, on passe souvent d'une séquence à une autre sans crier gare au détour d'un raccord, sans s'y attendre. Le spectateur est un peu challengé tout le temps et il doit accepter de se perdre dans le film au bout d'un moment. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve à l'écriture ou est-ce que c'est plutôt au montage que ça se joue? Est-ce que le film est plus écrit que ce qu'on voit? Est-ce que vous coupez beaucoup au montage justement? Notamment, je pense à la logique dont vous parliez hier lors de la présentation du film, où vous avez parlé de soustraction au niveau sonore, que vous enleviez des couches et des couches. Est-ce que c'est la même logique qui est appliquée par rapport à la narration? Alors en fait, c'est quand même, il y a une structure et des principes qui sont vraiment écrits. Le fait que le film, on commence dans la réalité et puis petit à petit va glisser on va dire, dans un monde imaginaire qui est à la fois le monde du tournage du film, mais aussi presque le monde que rêve cette jeune fille, parce que peut-être qu'elle rêve le film qu'ils sont en train de tourner. Et donc l'idée, c'était effectivement de faire un peu comme un labyrinthe et de se perdre et de pas revenir à la réalité forcément ou revenir plus tard par des détours. Donc c'était quand même assez... La construction du film, elle était déjà dans le scénario. Et après, il y avait des choses, c'était plutôt des histoires de raccords. Des fois, on n'avait pas besoin de certains plans de transition, on s'est rendu compte au montage. On pouvait aller plus vite dans le raccord d'un monde à l'autre, si on veut, ou d'un plan à l'autre, quoi. Mais sinon, c'était quand même assez scénarisé d'emblée. Après, il y avait des choses qui ont été enlevées, ce ne sont pas tellement des choses de ces moments où on se perd entre le rêve et la réalité, mais plutôt par exemple des moments de réalité dans le début du film, une fois que la jeune fille arrive dans le studio et qu'elle voit la reine, comme ça, à un moment, une apparition. Après, dans le scénario, elle ressortait dehors, elle traînait un peu en ville avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas de magie dehors et qu'il fallait qu'elle retourne au studio. Mais en fait, quand on a monté le film, on s'est aperçu qu'à partir du moment où on voyait la reine, où on voyait Marion à l'image, c'était très fort et on n'avait qu'une envie, c'était de rester ou de revenir très vite au scénario. Donc là, par exemple, il y a une partie dans la ville qu'on a enlevée parce qu'en fait, on avait envie très vite de revenir au studio. Mais finalement, dans ce jeu de labyrinthe, on n'a pas tellement enlevé des choses, peut-être un tout petit peu des déambulations dans le studio, auxquelles je tenais beaucoup aussi. C'est
c'est à la fois des temps morts, mais ça me paraissait important d'habiter cet espace avant de tout de suite découvrir les choses qu'elle va découvrir, la robe, le cristal et tout ça. Donc, il y a certaines choses qu'on a un peu raccourcies, mais pas beaucoup finalement. En termes de découpage, il y a très peu de mouvements d'appareil. Les cadres sont très fixes. Il y a même souvent des effets de surcadrage ou de cadre dans le cadre. C'est quelque chose qui est extrêmement millimétré au niveau strict point de vue du cadre. Comment est-ce que vous travaillez votre découpage? Est-ce que vous storyboardez? Est-ce que vous tournez beaucoup de plans à la journée ou est-ce que tout est millimétré et extrêmement précis? Enfin, quelle est votre pratique à ce niveau-là? Alors en fait, je fais pas de storyboard. Déjà, je sais pas trop dessiner, mais enfin disons, je fais un découpage quand même avec le chef opérateur, avec Jonathan Rigbourg. On travaille pas mal en amont. Ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des principes, par exemple la caméra fixe, le scope, des principes de lumière, etc. Et après, oui, on fait un découpage d'abord un peu théorique, et puis ensuite, quand on a les espaces dans lesquels on va tourner, on fait une liste de plans, quoi. Bon, alors, dans ce film-là, il y a quelques séquences qu'on m'a demandé de faire storyboarder, parce que c'était des séquences d'effets spéciaux, pour cibler un peu ce qu'il fallait faire et budgétiser ça et tout ça. Mais en principe, voilà, je fais pas ça, je fais des listes de plans. Et après, effectivement, comme il y a beaucoup de plans, enfin, comme ce sont des plans fixes, dans le film, le jeu, c'était que dans le film, il avait droit à faire des mouvements, et il y a des travelling, des petits travelling. Et nous, on n'en faisait pas. Ni de panneaux, ni de rien. On restait bien fixe. Comme on est fixe et qu'on ne change pas la lumière d'un plan à l'autre dans une scène, on peut aller assez vite. Et du coup, l'équipe image allait très vite et on faisait pas mal de plans parce que c'était des plans fixes. C'est-à-dire, des fois, on surdécoupe un peu parce que ça fait de la matière au montage et suivant le jeu des acteurs, bah, finalement, je monte pas toujours tous les plans, mais comme ça me permet d'avoir un choix plus grand sur le jeu, en fait. Voilà. Donc, en fait, on procède comme ça. Et une fois qu'on a un peu nos principes, et puis maintenant, avec Jonathan, on se connaît, on a fait Earwig ensemble, on sait un peu, on a au niveau du goût, ce qu'on aime et ce qu'on va chercher, les amorces, les surcadrages, comme vous avez dit. Donc, voilà, après, on cherche un peu ça, et puis, finalement, on a un peu le même... Ce qui est bien, c'est qu'on on va dans la même direction, quoi, en fait. Et est-ce que pour vous c'est important de poser des espèces de principes un peu rigides au début du découpage, type voilà, on ne bougera pas la caméra d'un millimètre sauf quand on est dans le film? En fait, de prendre des partis pris comme ça, je trouve que c'est comme des boussoles, en fait. Et puis après, ça va donner une unité au film, d'avoir une seule focale ou plus pratiquement qu'une seule focale, les plans fixes, etc. Ça m'aide, ça me rassure, je pense. Voilà, oui, ça donne une boussole, ça donne des règles. Alors, de temps en temps, les règles, elles sont faites pour être transgressées. Et quand on la transgresse, on espère que ça fait un effet, quoi, en fait. Mais oui, c'est ça, c'est des boussoles, en fait, parce qu'un tournage, ça peut aller tellement dans tous les sens, quoi. Moi, ça me rassure de mettre des règles. The Ice Tower, c'est votre 4e long métrage, et c'est celui qui s'ancre le plus, en tout cas dans le début du film, dans une forme de réalité. Et parallèlement, c'est aussi le premier film où le personnage principal est une adolescente, plus âgée que les personnages principaux enfantins de vos précédents films. Mais très vite, en fait, dès que Clara Pacini arrive en ville, on tourne le dos à cette réalité pour arriver dans le monde factice d'un tournage de film. En tant que cinéaste, quel est votre rapport au réel? Est-ce que vous auriez envie d'aller vers un cinéma plus réaliste ou pas du tout? Est-ce que c'est un choix assumé de choisir une forme de repli dans l'imaginaire en déplaçant l'action du film sur un plateau de cinéma? Je pense que c'est très difficile pour moi de filmer la réalité au sens quotidienne. Enfin, je sais pas, peut-être la réalité présente, parce que finalement, tous mes films sont un peu dans un passé un peu indéterminé, un peu... Alors, Earwig, c'était carrément les années 50. Là, on s'était dit, c'est des espèces d'années 70. Il y a comme ça, au-delà des années 80, une difficulté pour moi de filmer peut-être le monde moderne plus que la réalité, je dirais. Et puis oui, c'est un refuge de chercher l'imaginaire dans le réel, en fait, ou de chercher quelque chose de décalé ou de stylisé. Ça vient un peu, on va dire, intuitivement, naturellement. Je me suis dit, effectivement, au début du film, c'est la réalité, voilà, ce petit village, mais il est tellement simplifié. C'est une réalité simplifiée on soustrait des éléments à la réalité, donc ça le rend un peu étrange, un peu décalé, je pense. Et j'ai toujours tendance à faire ça. Et après,
à partir de là, ça peut aller plus ou moins loin dans la façon, dans l'imaginaire ou pas. Et bien sûr, je m'étais dit avec la Reine des Neiges d'Andersen, je pouvais pas me permettre de faire un vrai film fantastique d'emblée, aussi pour des histoires de moyens, et peut-être aussi parce que ça me faisait un peu peur. Et peut-être c'était pas la nature de la chose. J'aimais bien ce voyage de cette jeune fille qui va comme vers le monde réel, mais en fait, plus ça va, plus elle s'enfonce dans son imaginaire finalement. Et bien sûr, d'avoir un film dans le film, ça me permettait de jouer facilement avec un autre monde. Et c'est pas tellement le tournage lui-même qu'on voit, on en voit un petit peu, mais on voit ce qu'il tourne, quoi. Donc, et puis il y a des moments, en fait, je faisais ce jeu on voit un peu les gens en train de tourner le plan, puis tout d'un coup, on voit des plans, c'est comme s'ils avaient déjà fait le film. Donc, il y a des libertés narratives avec ça, et c'est ça qui était excitant, c'est qu'à un moment, elle rentre dans l'histoire du film dans le film, quoi. C'est même pas le tournage, c'est le film dans le film. C'est un peu comme un film qui s'appelle Perfect Blue, ce film d'animation japonais. J'ai pensé à ce film-là où vraiment tout devient mélangé, en fait, et on s'amusait, par exemple, à avoir un plan qui est un plan du film dans le film, et aller chercher un plan de la jeune fille qui regarde comme si elle était sur le tournage, mais pas dans le film. Donc ça devient compliqué un peu à dire, mais en réalité, c'est venu émotionnellement. C'était par rapport à des émotions et ça venait assez facilement de savoir où est-ce qu'on devait être, quoi. Voilà. Et voilà, j'espère que ça va marcher pour le spectateur. En tout cas, ça a marché pour nous. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir accepté notre invitation. Et on croise les doigts pour que le film trouve un distributeur en Belgique. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à venir discuter avec vous. Les flocons de neige tombèrent peu à peu et des tourbillons formèrent une figure qui conduisait le traîneau. C'était une grande et belle dame, la Reine des Neiges en personne. Coupez!